nous voici en compagnie avec Geneviève Van Kelef. Alors, ça me fait énormément plaisir de l'avoir à mes côtés. Nous nous connaissons depuis tant d'années. Alors, Geneviève eh bien, a la particularité d'être l'une des très rares femmes françaises ufologues, ce qui est extrêmement rare. Et donc, tu es dans l'ufologie, ben, tu vas nous raconter un peu comment tu y es venue. Depuis 68, oui. Depuis 68, et puis tu nous parleras aussi un peu d'un ami que nous avons bien connu, surtout toi, c'est Jimmy Gueux. Ah oui. Alors, ben, commence d'abord par nous dire comment tu es venu à l'ufologie, et ce que tu fais. C'est vrai que dans l'ufologie, toi, ta particularité, c'est pas d'être sur le terrain, mais faire de la traduction. Voilà, c'est Alors, ça. parle-nous un petit peu de l'ufologie, comment tu es venu, et ce que tu as fait. Voilà, ben, j'avais jamais entendu parler de rien, alors que j'habitais moi dans le Pas-de-Calais et qu'il y avait eu le cas de Carouble qui est bien connu, mais je ne le connaissais pas. Et quand je suis arrivée ici dans les PO, un jour j'ai lu le livre d'Aimé Michel sur les ovnis. Et bon, il m'a intéressée et ma foi, j'ai dit il y a quelque chose. Et ensuite je me suis rendu compte que c'était surtout les livres anglais qui en parlaient le mieux. Soit anglais, soit américains. Alors, justement, j'en parlais avec, évidemment, j'ai oublié le nom. Que je connais aussi, comment il s'appelle? L'espagnol Antonio Ribera. Voilà, oui, parce que j'ai, par l'intermédiaire de Jimmy, j'ai connu Antonio Ribera. Et nous sommes allés le voir d'ailleurs en Espagne, là, tout près de Barcelone, où il habitait. C'est un personnage très, très gentil. Très très gentil. Et il nous montrait d'ailleurs de chez lui, il était sur le balcon, il nous montrait un ovni qui était passé très lentement, juste face à lui, comme ça. Il nous a dit, il s'est arrêté là, il est passé là, là, et il a disparu par là. Bon. Donc, avec Antonio Ribera, je dis, oh, il y a des livres anglais qui me paraissent très intéressants, mais je ne sais pas le traduire. Il me dit, écoute, tu prends un livre, tu prends le dictionnaire, tu traduis chaque mot, et puis petit à petit, ça va venir. Et ma foi, c'est ce que j'ai fait. Bien sûr, j'avais un petit peu d'anglais quand même du collège, mais bon, c'était pas suffisant pour bien. Et puis pour finir, je me suis mise à traduire tous ces livres. J'achetais les livres en Amérique directement, hein. Dans une librairie, un monsieur qui était spécialisé, qui est décédé d'ailleurs. Et puis, je me suis mise à traduire tous ces livres. Évidemment, je ne les ai pas tous traduits. Il y en a que j'ai traduit intégralement, et il y en a d'autres dont je ne traduisais que ce qui m'intéressait, et d'autres où je reprenais les informations de l'un, de l'autre pour reformer un livre. Voilà. Et j'ai fini par, donc, depuis ce temps-là, j'ai commencé en 71. J'ai écrit un premier article dans Lumière dans la nuit, avec M. Veillit à l'époque. Oui. Et puis après, voilà, j'ai traduit mes livres. Les premiers, je les ai... Et le tout premier de tous, c'est Jimmy qui m'a encouragé à le faire. Parce que j'avais rassemblé de la documentation, et puis je lui avais dit, et puis il a eu l'extrême gentillesse de relire mon texte, mon manuscrit, enfin que j'avais tapé quand même, et il m'a donné quelques conseils, etc. Il m'a dit, je vais essayer de le faire éditer par mon éditeur. Et l'éditeur a refusé. Et puis donc je l'ai fait traduire, je l'ai fait imprimer à compte d'auteur. Je me souviens qu'à l'époque de l'INSA, justement, il nous parlait souvent de toi, et c'est là d'ailleurs que nous nous sommes rencontrés, c'est par l'intermédiaire de l'INSA. Voilà, et j'ai connu Jimmy Gueux, moi aussi en conférence. C'est-à-dire qu'il y a une conférence, je crois que c'est à 7, hein, André, nous sommes allés tous les deux. Et puis, il y a eu une autre, il y en a eu une à Perpignan, etc. Et je crois que c'est à Nîmes, où il m'a dit, Geneviève, tu viens avec moi, et toi aussi, tu vas parler un petit peu dessus de là, je ne sais même plus de quoi je parlais. Okay. Mais à Nîmes, donc il a fait sa conférence, et ensuite, moi, j'ai fait une petite conférence également. Alors, parle-nous un petit peu de Jimmy. Alors, Jimmy, eh bien, bon, nous le rencontrions surtout à Marseille, puisqu'il venait à l'IMSA, et là, non, oui, à l'IMSA, c'est ça, à l'IMSA, oui. Et comme j'en faisais partie, moi aussi, donc on se rencontrait, on mangeait ensemble, il nous parlait, il racontait ses histoires. Évidemment,
tout ce qu'il a écrit sur les ovnis, nous l'avions tous lu, nous les lisions tous parce que c'était passionnant. Et c'était vrai qu'il a été vraiment un pionnier en France. Tout à fait. Tout à fait. Ça a été quelqu'un. C'est même dommage qu'on ne parle pas plus souvent de lui parce que vraiment, c'était lui, il allait sur le terrain, il allait aux États-Unis, il discutait avec tout le monde. C'était vraiment un homme de terrain. C'était un enquêteur, un homme de terrain. Et terrain. alors, le plus qu'on avait mal au cœur, c'était que chaque fois qu'il a été invité à la télévision et que vraiment on se moquait de lui. Hein. Alors là, on était désolés. Et il perdait pas courage, il retournait. Hein. Il y retournait. Il disait, peu importe comment on en parle, du moment qu'on en parle, c'est l'essentiel. Il y avait toujours des personnes qui étaient intéressées par les ovnis. Oui. Et la façon dont il parlait, moi je me souviens, parfois il s'emportait. Raconte-nous un petit peu il ça. Était et plein de passion. C'était un homme de passion. Et puis alors il avait un bagou. Et puis, bon, et puis ce qu'il y avait de marrant aussi, c'est je pense qu'il parlait bien l'anglais, hein, l'américain. Il prononçait très bien les mots. Hein. J'adorais ça quand il mettait l'accent anglais ou américain, il était formidable. Mais ce qu'il y a, c'est ça, oui, c'était un homme de passion, c'était... et puis il savait capter son auditoire, il savait, mais il y avait du monde. C'est qu'à ce moment-là, les conférences, je me souviens qu'à 7, la salle était remplie. Hein. Il y avait, je ne sais pas combien il y avait de personnes. C'était énorme. Et même moi, après, quand j'ai fait mes conférences toute seule, même à Perpignan, il suffisait de mettre une annonce dans le journal et tu avais un monde fou. C'est ça qui n'est pas croyable maintenant. Ce qui a changé, malheureusement, et par bien, c'est d'une part Internet. Il y a le bon et le mauvais côté de la chose. Donc les gens, avec Internet, avec l'ordinateur, tout ça, ne sortent plus. Alors moi, je me souviens quand je suis allé, Dieu sait dans combien de conférences, il m'est arrivé d'aller jusqu'à 6 conférences dans une même semaine. Et oui, mais maintenant les gens ne sortent plus. Ils font de l'ufologie assis devant leur ordinateur. Pour eux, c'est ça. L'ufologie de terrain, comme toi tu l'as fait au travers de livres que tu traduisais. Jimmy le faisait en allant sur place. Mais ça se perd à cause de ça. Je pense que ça qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Oui, je pense. Oui, il y a certainement ça, mais il y a aussi, on a tellement défiguré l'ufologie, il y a eu tellement de contradicteurs, on n'a jamais été aidé par la presse, ou très peu. Ça, c'est sûr. Surtout à une époque vraiment, alors dénigrée, vraiment... Même maintenant, quoi que les choses changent, mais ça commence à changer, mais enfin, non. Ce qu'il y a quand même, c'est que malheureusement, aussi bien les sciences ont progressé énormément grâce à l'ufologie et grâce à tout ce qui a été découvert. Et grâce aux extraterrestres, il faut bien le dire, que c'est parti certainement tellement loin que maintenant, je crois qu'on ne pourra même plus en parler parce que on va croire que c'est de la folie. Ou de la folie ou de la science-fiction, vraiment. D'ailleurs, pour parler de science-fiction, moi je dis toujours, c'est vrai que c'est encore pire que la science-fiction, c'est bien pire. Alors, puisqu'on parle que c'est pire de la science-fiction, parle-nous un petit peu de Philadelphia Experiment. Des exemples. Oui, mais des exemples. Voilà, là, on a un exemple fabuleux, là. Allez, vas-y. Ne te retiens pas surtout. Hein. Les personnes qui sont devant et qui vont nous regarder vont certainement très apprécier. Ben, je crois que l'expérience en elle-même est assez connue, hein, puisque au départ, on voulait donc, mais c'est une idée qui date de 1933. On voulait, c'était à la mode d'ailleurs, c'est une idée qui était à la mode, rendre invisibles les choses invisibles. Et tout un jour, ça a commencé par Tesla quand même. Hein, c'est Roosevelt qui est allé chercher Tesla, ils étaient amis, ils se connaissaient bien. Et qui lui a dit, bien, écoutez, il faudrait quand même commencer à y songer, on aimerait bien, nous, voilà, arriver à rendre invisible un bateau, un avion, voilà. Et Tesla, ils étaient trois, avec deux autres scientifiques dont je n'ai pas les noms dans l'esprit là pour l'instant. Mais enfin, ils se sont rencontrés à l'université de Chicago et puis ils ont commencé à plancher sur la question. Et ils ont arrivé à mettre au point, hein, il y a eu des essais sur les objets. Il y a eu, le premier essai, ça a été sur un petit voilier, évidemment vide. Et il a disparu, mais il n'a pas disparu. Il a été invisible en partie. Puis ensuite,
On a essayé, on a replanché, on a réussi. Et enfin, on a réussi à rendre invisible. Alors là, nous arrivons en 1900, je crois que c'est en 42, on a déjà réussi à rendre invisible un bateau entier. Parce que plus le bateau était grand, plus le matériel devait être grand. Conséquent. Conséquent, oui. Il fallait des générateurs. Et surtout, ce que Tesla, l'invention de Tesla dans le domaine, ça a été surtout qu'il fallait un appareil qui règle, pour les hommes, hein, si on voulait y mettre un équipage, qui règle le temps réel de l'homme avec le point zéro de la galaxie. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, c'est vraiment Tesla qui a commencé à chercher là-dessus, et c'était vraiment ça, c'était ce qui coinçait avec l'équipage. Parce que nous avons tous un temps, et notre temps commun, le zéro d'un humain, c'est à la conception. C'est le moment où l'ovule, le spermatozoïde rencontre l'ovule. Et c'est notre temps. Et il faut qu'il soit assorti en accord, il faut qu'il y ait des ondes en accord avec le temps zéro de la galaxie. D'accord, il faut que ce soit parce une synchronicité. Voilà, une synchronicité, parce qu'autrement, vous partiez dans ce qu'on appelle l'hyperespace. Je ne peux pas la définir parce que je ne suis pas scientifique et puis c'est assez complexe. Mais enfin, quand on part dans l'hyperespace, on peut complètement s'y perdre. Ou alors on peut réapparaître à notre temps ou réapparaître à notre lieu, puisque l'hyperespace, c'est l'espace-temps. Voilà. Donc, quand on a voulu y mettre un équipage, Tesla n'a pas voulu. Il a dit, je n'ai pas terminé, il savait ça, je n'ai pas terminé mes travaux là-dessus et je ne veux pas risquer la vie des hommes. Et à ce moment-là, ils ont dit, si, il nous faut absolument pour Mars 42, il faut absolument que l'expérience soit faite avec un équipage. Et alors là, Tesla a dit, bon, ben, je ne serai pas prêt, donc moi je me retire du projet. Et c'est là on a mis von Neumann. Von Neumann, oui. Von Neumann. Je ne sais pas si c'est Neumann ou Neumann, parce Neumann, que c'est un nom. Neumann, hein, parce que c'est un nom allemand. Allemand, hein. von Neumann. Neumann, voilà. Hein, alors bon, il a demandé quand même, malgré tout, Tesla lui a donné toutes ses coordonnées, tout ce qu'il avait déjà trouvé. Donc von Neumann, il était d'accord avec Tesla. Alors on lui a mis un autre impératif, c'était le 13 août 1943. Alors pourquoi le 13 août? C'était qu'il avait imposé cette date, c'était un type d'extraterrestre qu'il avait imposé. D'accord. C'est eux qu'on appelle les cas. On met que l'initiale parce qu'on ne sait pas trop, on ne comprend pas très bien. Ils parlaient parce qu'ils parlaient, hein, ils avaient un langage qu'on arrivait à... Oui. On ne comprenait pas trop bien ce qu'ils voulaient dire. Bon, on a trouvé un mot allemand qui était proche, mais enfin bon, peu importe. C'était ces fameux cas, donc qui avaient imposé cette date et on croyait que c'était pas très important, mais si c'était très important, puisque ça allait ouvrir une porte sur l'espace-temps qui permettait à des extraterrestres de venir, qui venaient déjà, mais de venir avec énormément de matériel et de rentrer. En fait, c'était une invention terrestre qui allait compléter une intervention extraterrestre. Tout à fait. D'accord. Hein? Alors on lui a dit donc le 12. Allez, pourquoi le 12 août sur la Terre? Parce que ce qu'on ne savait pas à l'époque et qu'on sait maintenant, évidemment, que la Terre a un biorhythme et qui revient tous les 12 août. Alors, plus ou moins une journée quand même. Hein? Ça peut être une journée avant, une journée... Tout dépend du calendrier, évidemment. C'est très précis. Hein? Tous les 12 août, tous les 20 ans. D'accord. Hein? Donc là, on est en 43, ce qui explique la suite. Avec aussi, il y a un pic... Alors, la Terre a 4 biorhythmes, avec un point de rencontre ce jour-là, le 12 août. J'ai cherché, hein, j'ai bien cherché. Je n'ai pas trouvé grand-chose. Il y en a un, c'est tous les ans, tout le 12 août, parce qu'il y a les Hespérides. Et puis, bon, mais je n'ai pas trouvé quels pouvaient être les autres. J'ai cherché un moment. Bon, donc, voilà. Alors, ce jour-là, on a donc fait... la première fois, on a quand même fait avant un essai avec des hommes. Bon, ils sont tous devenus fous, enfin, ça n'a pas été... On a changé l'équipe.
ils étaient 33. Ils avaient dû signer un papier comme quoi ils pouvaient mourir. Hein. Ils savaient. C'était que des volontaires. On ne pouvait prendre que des volontaires. Alors, donc on a essayé un petit peu d'arranger les choses, on a plus isolé les appareils, hein, etc. Bon. Et le 12 août 1943, donc, allez, rebelote. Et à ce moment-là, il y a deux hommes, qui étaient deux scientifiques, qui étaient deux frères, c'était les deux frères Cameron, dont le père était dans les services secrets, dans la navale, hein, dans la navire, et qui, donc, ont été choisis, c'était des scientifiques, ils avaient travaillé avec Tesla, ont été choisis pour mettre en route la machine. Les appareils. Oui. Il y avait des bobines Tesla, hein, il y avait des, comment on dit, des générateurs. Ah oui, des voilà, il y avait deux gros générateurs, et eux quand même, ils étaient un peu à l'abri parce qu'ils étaient dans la cale. Alors, à ce moment-là, pendant quelques secondes, impeccable, tout le monde va bien, le bateau disparaît aux yeux de tous les observateurs qui étaient sur la côte. Le bateau était à 16 km. Le fameux Eldridge. On avait fait un bateau, enfin c'était un bateau neuf. Hein. Oui, ça je sais. Voilà. Il était tout neuf. Il était tout neuf. On est allé chercher un bateau qui était en construction et on l'a baptisé l'Eldridge, voilà. Et à ce moment-là, bon, ça a été bien. Et tout d'un coup, un éclair bleu, tout disparaît. On ne voit plus rien. Mais tout disparaît, il n'y est plus là non plus. Oui. On attend. Aucun signe, rien. Et puis on finit par envoyer une vedette de la côte. Voilà. Alors, déjà à ce moment-là, les deux hommes étaient revenus. Parce que les deux hommes ont sauté quand ils ont vu qu'il y avait un bruit, qu'il se passait des choses pas normales. Ils se sont dit, on va plonger dans l'eau. Alors ils ont voulu plonger dans l'eau et ils se sont retrouvés 40 ans plus tard, en 1983, le 12 août 1983, sur la plage de Montauk. Montauk, qui est tout près de New York. Hein. Sur la plage de Montauk, il y avait des hélicoptères qui ne savaient pas du tout ce que c'était. Et puis il y avait des gardes avec des chiens. Ils les ont emmenés et les ont amenés donc à Von Neumann. Von Neumann, qui venait de quitter il n'y avait pas longtemps, relativement jeune, et qui est retrouvé un vieillard 40 ans plus tard. C'est tout à fait le film Philadelphia. Ah, de toute façon, c'est vraiment le film, c'est vraiment... Après, tout le début, à Dibielek, c'est exactement ça. Hein, ils avaient fait une reconstitution impeccable. Après, bon, il y a une petite histoire, paraît-il, mais en fait, tout le début, ça s'est passé exactement comme ça. Alors, ces deux hommes, ils avaient été projetés, donc, dans l'hyperespace, et ils étaient atterris 40 ans plus tard. Mais ce qu'on a su plus tard, c'est que non seulement ils n'étaient pas... C'était pas seulement 40 ans plus tard. Ils étaient atterris dans le futur. Alors là, c'est dommage, je n'ai pas mes... J'aurais dû les prendre avant mes documents, je vous aurais donné les dates exactes. 2100 et quelque chose. Hein, 2100 et quelque chose. Oui, parce que j'ai tout. Hein. Voilà. Parce que là, et pas sur la Terre, mais sur Alpha de Centaure. Ah oui, carrément. Et là, ils ont été soignés, parce qu'ils avaient quand même eu des brûlures, des séquelles, tout ça. Alors ils ont été soignés, ils ont été renvoyés enfin, ils ont encore été envoyés plus loin dans le temps, mais où il est passé 2 ans, Alfred Bellec. Ah oui. 2 ans. Puis il est revenu, et ils sont revenus en 83. Alors là, Von Neumann leur a dit, écoutez, il faut absolument, ça ne va pas du tout, il faut absolument arrêter, parce qu'on n'avait pas arrêté les appareils. Oui, il fonctionnait dans le bateau. Voilà, il continuait à fonctionner. Et le bateau ne faisait que ça. Apparaître, disparaître, paraître ailleurs, etc. Il était paru à Norfolk, notamment. Exactement. Donc, ils les ont fait repartir en 43. Donc, ils les ont réexpédiés en 43. Alors, Von Neumann avait dit, si vous n'arrivez pas à arrêter les appareils, vous prenez tout ce que vous avez, vous tapez, vous démolissez. Alors, avec des haches, avec des marteaux, ils ont tapé, ils ont démoli tout ce qu'ils avaient. Pour arrêter les appareils. Et puis enfin, ils ont réussi à l'arrêter. Voilà. Par contre,
Duncan a été renvoyé, c'est eux qui ont décidé, hein, les hommes n'ont rien eu à dire, hein, a été renvoyé en 83, tandis que Bielek est resté en 43, où il a continué d'ailleurs à travailler après à Montauk, à la base de Montauk. Son autre frère. Voilà. Alors son frère, comme je vous disais tout à l'heure, son frère a vieilli très très vite et il est mort. Alors raconte-nous justement cette histoire que tu nous as dit tout à l'heure là, où il a... Faut vraiment te Un raconter. transfert d'âme. Ah ben bien sûr. Ah ben oui. C'est intéressant. C'est très intéressant parce que ce sont des informations. Alors il faut quand même préciser que toi c'est à partir de textes que tu as traduits. Tout ce que je viens de vous raconter, ça vient, c'est tout à fait, ça vient d'une conférence qu'a donnée Al Bielek lui-même. Alors, je crois que c'est à Dallas, mais là j'en sais pas sûre, mais c'est à Dallas, en 93. Donc ça, c'est sa conférence. Voilà, c'est ce qu'il a raconté lui, c'est pas le raconteur de celui-ci. C'est ce qu'il a, voilà, dit lui-même. C'est ce qu'il a vécu aussi. Voilà, et c'est ce qu'il a vécu. C'est ça qui est important. Voilà. Alors, Al Bielek est donc, donc il a travaillé pendant un moment. Et puis, bien sûr, quand il a commencé à se rappeler, il a commencé à se rappeler en visitant Montauk. Hein, en visitant Montauk au début. Et il a commencé à parler. À ce moment-là, bon, ben, on a dit, il est gênant. Mais vous savez qu'Al Bielek, on ne pouvait pas le faire mourir. C'est pour ça qu'on ne l'a jamais... C'est ce que tu nous as raconté. Oui. Explique-nous un peu cette histoire. On ne pouvait pas le faire mourir parce qu'il était lié à cette histoire-là. Et on n'était pas certain. Parce que, par exemple... Il y a trois styles, choses qui peuvent arriver, tu as dit. Oui. Il faut vous préciser pour comprendre. Je redirai après, oui. D'accord. Mais là, c'est autre chose encore. C'est que Al Bielek était tellement lié à l'histoire qu'on ne pouvait pas le faire disparaître, le faire mourir, l'assassiner, sans changer une partie de l'histoire. Et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure aussi, pourquoi fallait-il vraiment fermer, arrêter les appareils sur le bateau? Parce qu'il y avait des parties de l'Amérique qui pouvaient disparaître. Ah oui, à ce point-là. À ce point-là. Géographiquement, ça pouvait disparaître. Oui, c'était... Des parties d'histoire qui peuvent disparaître. De l'Amérique, c'est-à-dire des États-Unis ou de tout le continent? Là, il y avait des États-Unis, mais il avait peur que ça s'agrandisse, que ça aille encore beaucoup plus loin. Il touche la Terre. Il n'était pas sûr, même peut-être faire disparaître la Terre. C'est quelque chose, c'est des choses incroyables. On a vraiment joué avec des forces. Des forces, c'est vraiment... Qui n'étaient pas contrôlables par l'être humain, en fait. D'ailleurs, les extraterrestres même ne le faisaient pas. Ils l'ont fait faire par les autres. Ah oui. Ils n'ont pas pris le risque de le faire. Alors, ce que je voulais dire, oui, tout à l'heure, c'était que Duncan a été très affecté et il est mort. Alors, il vieillissait d'un an tous les mois. Les médecins, enfin, on a tout fait pour essayer de le sauver, on n'y est pas arrivé. Alors, à ce moment-là, eh bien, on a conservé son âme. Alors là, je ne peux pas vous dire comment, parce que là, on n'a pas la documentation. Mais ça, c'est aussi Bielek qui le dit. Hein, Et par contre, on a demandé au père à leur père, qui était Alexander Duncan, Cameron, qui travaillait dans les services secrets à la NASA. C'est d'ailleurs lui qui avait amené la plupart des scientifiques nazis, le projet Paperclip. Oui, c'était lui, le premier, lui, le responsable. Ah, c'était lui. Ça a été un personnage, oui. Même Al Bielek lui-même trouvait son père assez glauque, quoi. Ah, d'accord. Oui. Bon, donc, ils ont demandé à cet homme d'avoir un enfant, à nouveau, qu'on a appelé Duncan. Et quand l'enfant a eu 12 ans, ils ont gardé l'âme longtemps, mais enfin, le temps n'a pas de sens dans ces cas-là. Et ils ont réintroduit l'âme de Duncan dans cet enfant qu'on a appelé encore aussi Duncan. Voilà. Qui vit toujours. Lui vit toujours. Hein. Voilà. Qui a commencé, lui, à se rappeler après son frère, je crois 2 ou 3 ans après. Al Bielek a commencé à se rappeler, et alors là, on a dit, bon ben lui, il devient gênant. Et on a réussi à le régresser dans le temps, c'est-à-dire qu'on l'a
par étapes. Hein. On fait par étapes et toujours avec l'histoire du 12 août. Hein. Oui, je remarque. Oui, toujours avec l'histoire du 12 août. Alors tous les 10 ans, là, on fait régresser de 10 ans en 10 ans. Parce que c'est 20 ans, mais avec un petit pic. Ils ont un mini pic tous les 10 ans. Tous les 10 ans. Et à 20 ans, c'est grand pic. Donc, il a régressé jusqu'à l'âge de 1 mois. Et là, il y avait des gens, ils avaient bien sûr, ils s'étaient renseignés avant, des gens qui avaient un bébé d'1 mois qui est mort. Ils ont fait un lavage de cerveau aux parents. Ils ont mis Bielek à la place. C'est pour ça qu'il s'est appelé Bielek, dans la famille Bielek, père et la mère. Quand vous parlez de il, qui c'est il? Il, donc, c'était Édouard, il s'appelait Édouard Cameron. Son frère s'appelait Duncan Cameron. Donc, les deux qui ont sauté à Philadelphie, c'est Édouard et Duncan. Et là, il s'est donc appelé Alfred Bielek. Puisque. Oui, et lui n'a su. Ben oui, il ne savait même pas. Et les parents non plus, ils ne savaient pas que c'était leur fils. Ce n'était pas leur fils plutôt. Oui, oui. Qui a fait ces expériences? Ah, ben ça, c'est toujours. C'était les scientifiques de l'époque, ceux qui étaient au courant de tout. Bon, ce qu'on n'a pas dit non plus, c'est que sur le bateau, à part eux deux, donc, tous les autres, alors, les uns étaient encastrés, vous savez, ils étaient encastrés hein, dans les parois. Dans les parois. Dans les parois ou dans le plancher. D'acier. Plancher d'acier, oui. Hein. D'autres étaient devenus complètement fous. D'autres, il y en avait un, il y avait qu'une partie. D'autres devenaient invisibles. Il y en avait un, il y avait son bras qui devenait invisible. Ah bon? Oui. Il y avait que son bras qui devenait invisible. Il y en avait un, il y avait que sa main qui était prise dans la cloison. Il a fallu couper sa main, il a survécu. Il a fallu couper la main qui restait dans la cloison, et lui, il a survécu. Voilà. Bon, enfin, ça a été... au secret après. Ah oui, mais puis plus ou moins... De toute façon, ils sont tous morts hein, assez vite. Même ceux qui avaient survécu, quoi, un petit peu. Voilà. Et vous savez que Tesla, à partir du moment où il a démissionné, c'est 10 mois après qu'il a été assassiné dans sa chambre d'hôtel. Il avait bien prévu. Oui, il devait être gênant. Et pourtant, voilà. Voilà, maintenant on sait rendre complètement invisible. Bon, ben écoute Geneviève, je te remercie de nous avoir accueillis chez toi. Ça m'a fait plaisir de te revoir. Et puis j'espère qu'on se reverra avant longtemps. Ah ben, tu nous prépareras encore quelques bonnes informations. On reviendra, on remettra la caméra. Et tu nous raconteras encore d'autres informations. Voilà. Merci Geneviève. À très bientôt. Merci Gilbert et merci à tous les deux.